C'est Isabelle. Est-ce qu'il y aura un temps, un moment où on pourra partager sur ce qu'on est en train de vivre avec vous tous là ou pas? Ben justement, j'allais proposer là, au début de l'atelier de l'après-midi, D'accord. j'allais proposer un temps d'échange par rapport aux expériences du matin, parce que voilà, tout le monde n'a pas, évidemment, tout le monde n'a pas partagé, mais et puis il y avait l'expérience de Lorraine sur la comparaison aussi. Donc, et il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu de Zouhour tout à l'heure. J'ai récupéré le chat qui Zouhour posait la question de savoir comment est-ce qu'on faisait pour accueillir quelqu'un qui était en colère ou qui était énervé, voire même agressif. Parce que là, évidemment, nous sommes avec des personnes amicales, sympathiques, maintenant éveillées à leur vraie nature. Et donc, c'est voilà, c'est facile d'accueillir tous ces visages souriants. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en est avec des personnes un peu hostiles? Voilà, c'est une question qu'on nous a posée, on va essayer d'y répondre. Mais sur les témoignages, on peut commencer par ça. Alors, est-ce que vous avez un partage à faire sur ce matin? Moi, j'aurais voulu partager, mais c'est pas que sur ce matin, en fait. D'accord. Parce que c'est la première fois, en fait, que je participe à un atelier comme ça. Oui. Je m'étais inscrite au stage, mais bon, finalement, voilà. J'avais quand même entendu parler de la vision sans tête parce que j'ai été à Hauteville pendant de nombreuses années où j'ai vu Alain Bayot, peut-être que tu le connais. Oui, c'est un ami, Alain, bien sûr. Ok. Et donc, en fait, j'avais pratiqué un peu par moi-même, comme ça, et donc j'ai déjà pu, en fait, expérimenter cet espace d'accueil de façon très fugace, en réalité, mais ça m'est arrivé d'expérimenter, donc je sais ce que c'est, en fait. Et là, en fait, ce qui m'étonne, en fait, c'est que depuis le début, là, dans les exercices, j'ai toujours l'impression d'être au bord. C'est-à-dire, j'ai l'impression en même temps de voir l'espace et en même temps de ne pas être dans la paix. Enfin, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui résiste, je ne sais pas comment dire ça. Et ça me met dans ça me fait vivre du coup pas mal d'émotions, ça me remue pas mal, ça me rend triste, ça me rend anxieuse, ça me rend je sais pas quoi. Et j'ai l'impression que j'essaye de forcer quelque chose ou je sais pas. Tu vois, j'avais posé la question sur l'effort le tout premier jour, mais je me dis peut-être que je suis un peu trop dans l'effort ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. J'avais besoin peut-être d'avoir ton retour par rapport à ça. Alors, le fait que ça suscite des émotions, que ça fasse monter des émotions, ça veut dire que tu es touché, ça veut dire que ton être profond est touché et que c'est pas étonnant du tout que ça fasse monter ces émotions. Douglas comparait, il est dans un de ses livres, je crois que c'est dans Vivre sans stress, il compare finalement ce que nous sommes à une sorte de bouteille de champagne avec un bouchon comme ça qu'on aurait agité pendant des années. Et puis à un moment donné, on enlève le bouchon. Donc, voilà, on enlève la tête en quelque sorte, et forcément, les bulles pendant un certain moment vont sortir et vont émerger parce que il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions refoulées en fait. Donc, que ces émotions apparaissent maintenant, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'à les accueillir. Maintenant, sur ton sentiment d'être sur le seuil, je pense que là, eh bien, il faut continuer la pratique, continuer de regarder dans la direction au-dessus de tes épaules et continuer d'être intéressé par cette vacuité. Et puis, à un moment donné, ça va devenir une évidence que c'est ce que tu es vraiment, cette ouverture, cet espace d'accueil qui accueille aussi Isabelle. Donc, qu'on ait des résistances, c'est tout à fait normal parce qu'on a été habitué pendant tellement longtemps à s'identifier au corps que voilà, c'est pas en un instant qu'on va être établi dans cette présence pour toujours. Donc, ce que tu décris, c'est un processus tout à fait normal. Et donc, je t'inviterai à continuer. Là, on va faire d'autres exercices aujourd'hui. Ouais. Continuer les exercices jusqu'à ce que voilà, ça devienne vraiment indubitable. C'est absolument certain qu'au-dessus des épaules, il n'y a pas ton visage, quoi. Ton visage, il est sur l'écran. Mais au-dessus de tes épaules, je suis sûr qu'en ce moment, un grand espace transparent. Okay. Voilà pour moi ce que je peux te répondre. Ok. Dans un de ces commentaires, Serge, à un moment donné, tu disais que c'était pas Serge en fait qui voyait.
finalement. Parce on peut avoir au début cette idée que effectivement il y a quelque chose à faire parce que ça serait l'individu qui créerait ou qui serait à l'origine en fait de ça, par une démarche, par un regard. Mais en fait, les exercices que nous proposons, les exercices de Douglas, sont des exercices qui sont uniquement descriptifs. C'est-à-dire qu'ils décrivent la réalité telle qu'elle est. Ils ne décrivent pas quelque chose à faire, ils mettent simplement l'accent sur une réalité qui est déjà là. Et quand on veut mener un exercice, en fait, il suffit simplement de décrire ce qui est perçu. Peut-être que la meilleure réponse… Pour moi, c'est important, en fait, si je peux… moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a le monde de l'ego, notre ego, avec tout ce qu'il est, et puis il y a cette réalité. Et puis, quand cette réalité s'entreaperçoit, le monde de l'ego, forcément, il est un peu chamboulé par cette réalité qui s'entreaperçoit. Et faut faire confiance à cette réalité qui s'entreaperçoit, quoi. Il y a un mouvement de confiance. Voilà. Et même si l'ego, il est agité, etc., cette réalité-là, elle est calme, paisible. Donc, il faut faire confiance dans cette paix, ce calme qui est propre à cette réalité. Donc, c'est comme, je ne sais plus, Douglas dit ça, il faut passer de la confiance dans les apparences à la confiance dans l'espace. Là, et c'est pas, on sait toujours, notre vie courante, la vie de l'ego, on s'est toujours basé sur les apparences, sur le côté objet, etc. Donc, changer notre confiance d'axe, c'est quand même une opération délicate. Bill, est-ce que tu as quelque chose là-dessus, sur ce que dit Isabelle, le fait qu'elle ait beaucoup d'émotions et qu'elle a l'impression de ne pas être vraiment dans la paix encore? Oui, je suis absolument d'accord avec Serge. C'est très simple de voir ça. On n'ajoute rien à ce qui est là, mais c'est plus difficile ou plus long d'avoir confiance en ça. Et ça arrive. C'est nécessaire que de voir ce qui est. Et tout le reste va suivre naturellement. Je suis sûr, vraiment. Ouais. Juste simplement retourne aux sources. Et c'est si évident. On ne peut pas se tromper. C'est si évident que je suis clair et ouvert. Donc quand tu veux, retourne. Et chaque fois, ça donne un petit peu de confiance, ça va. Et vos inspirations arrivent en leur temps. Les fruits sont donnés dans un moment, on ne sait pas. Tout le monde varie leur chemin après ça. Nous sommes individuels. C'est très important ça. Chacun a son chemin à suivre. Mais avec la base ici, comme dit Serge, profondément stable et en sécurité, on peut commencer l'aventure de rester naturellement ici. Ouais, c'est un voyage. Et maybe I can ask also Richard, because Isabel was talking about the notion of effort. Do you think that we need to do an effort to be able to stay in the seeing? Donc je dis à Richard, est-ce que Isabelle a posé la question de l'effort? Est-ce que Richard pense qu'il faut faire un effort pour être dans cet espace, dans cette vision? Yes and no. Oui et non. Thank you, Richard. Thank you. Sometimes yes, sometimes no. Parfois oui, parfois non. Si je peux dire quelque chose. Serge, oui. Ouais. Moi, il y a 3-4 ans, quand j'avais fait le stage en Ardèche, c'est vrai que j'étais un peu comme Isabelle, un petit peu triste même par rapport aux petits que j'avais l'impression de perdre. Une espèce de nostalgie presque, de perte, enfin de sensation de perte, sentiment de perte.
Et puis, le temps passant, non, au contraire, je trouve beaucoup plus de paix, de stabilité. Je trouve un socle, une fondation très solide. Et la vie me paraît beaucoup plus belle. Tout à l'heure, j'étais en vélo dans la plaine chez moi. J'étais à la première personne, j'ai levé les yeux vers le ciel. C'était magnifique. Enfin, je veux dire, tout est beaucoup plus grand et lumineux et beau. Donc, je pense que par rapport à l'expérience d'Isabelle, il faut patienter et expérimenter, simplement. Merci, Sam. J'ai une question par rapport à ce matin. J'ai beaucoup apprécié cet exercice de la communication. C'était vraiment bouleversant. Ok, c'est une question pour Richard. Alors, ouais. Oui. Alors, et puis après, bon, il y a eu. Est-ce que c'était après ça? C'était de la méditation, je crois. Non, excusez-moi. Et la question qui m'est venue, c'est que là, nous sommes dans un environnement qui est parfait et favorable à cette ouverture de se faire voir d'une manière beaucoup plus facile et l'ego est plus facilement mis de côté avec ses attachements, etc. Maintenant, quand je pense à des situations, il se passe énormément quand on sort dehors, ou quand on rencontre des gens, ou dans l'autobus, ou avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien, enfin, qui ne sont pas du tout dans cette chose. C'est beaucoup plus difficile ou challenging, comme on dit. Et comment conserver, enfin comment, c'est-à-dire de vraiment de rester cet espace totalement ouvert et dans une atmosphère de face à face du matin au soir. Ok. Tu parles anglais, Ariette. Tu peux traduire pour Richard. Tu parles anglais. Okay. Richard, you hear me? Yes. Yes. I asked about what we had this morning with communication. It was beautiful and very, very touching and profound. I really felt such a happiness to be and express what I live. But my question is about how is it outside this environment, in the everyday situations of face to face all day long, and with people who are totally out of that, how to remain I don't know if how to remain is not a recipe, but it's much more difficult to keep this. Well, yes. You understand? Yeah. Yes, I think, first of all, do it in easy situations. Donc la première chose, c'est de le faire dans des moments faciles. Like here. Comme ici, par exemple. Yes. So it is very skillful to be in a community like this. C'est très utile d'être dans une communauté comme celle-ci. So, secondly, you don't know that it's going to be difficult beforehand. Mais en fait, tu ne sais pas si cela va être difficile avant de le vivre. Okay. Hang on. And the other person does not have to know that you are seeing. L'autre personne n'a pas besoin de savoir que tu vois ta vraie nature. So, in that communication process I did this morning, Dans le processus de communication qu'on a fait ce matin, you can do it with words. on peut le faire avec des mots, You can do it just with gestures. on peut le faire juste avec des gestes, You can do it silently. et on peut le faire en silence. So, in other words, right now, Donc, d'une autre façon, juste maintenant,
everybody can look at the whole group Tout le monde peut voir le groupe là and silently say to yourself, I am space for you. et pour soi-même constater qu'on est espace pour le groupe. You are space for me, silently. Et constater que l'autre est aussi espace pour nous en silence. And of course, you can even do it without the thoughts. Without what? Without the thought. Ah oui, oui, et bien sûr, on peut le faire aussi sans même y penser, sans faire intervenir les pensées. The last thing I want to say La dernière chose que je veux dire, is life is difficult c'est que la vie est difficile and is full of challenges. et plein de défis. And that is how we learn. C'est comme ça qu'on apprend. So it will be difficult. Ça sera difficile. Yeah. The truth is that in general, I find it much and much easier to communicate with people about the situation that I talked about. But what you say about I am a space for you, you are a space for me, in being with the thought is very helpful for me, because I have been challenged this week with some things with my children. When it is very, very close, it's more difficult. Donc Arlette raconte que, en fait, c'est de plus en plus facile pour elle finalement de le vivre ça avec les autres, et même dans des situations difficiles comme avec ses petits enfants. Non, mes enfants, pas mes petits. Tes enfants. Excuse-moi, tes enfants. Non, alors, parce que j'ai pas de petits enfants. Pardon. Et alors il y a Michel qui a levé la main tout à l'heure. Où est-elle? Alors, pardon. Il y a Anne aussi, mais attends, il y avait Michel qui a levé la main. Oui, c'est moi. Oui, voilà Michel, oui. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Alors, merci. Je vous remercie à Richard, à José, à Lorraine. Avec des maîtres comme vous, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Ma question, elle est que même si on peut contacter cet espace, il y a quand même le personnage, ça dépend lequel finalement, enfin, en tout cas le mien, qui a pas mal souffert. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas se réidentifier avec les souffrances du passé, même si je sais et que j'expérimente finalement ce que je suis, c'est-à-dire l'espace ouvert, pour la difficulté et justement franchir cette identification à des choses traumatismes. Alors, on t'entend plus du tout, Marie-Rose. Il y a Michel, pardon, Michel, il y a un… Mais en fait, on a compris le début, hein, quand tu parles des souffrances du passé. Et c'était ça, hein, les souffrances du passé qui font que le personnage revient rapidement dans l'espace, en fait. C'est ça. Hein. Michel, on n'entend rien, je suis désolé. Hein. Non, c'est très saccadé. Mais par rapport à ce que tu as dit au début, je veux dire, on a tous nos difficultés, en fait, voilà, pour rester centré. Comme disait Richard, c'est une aventure, c'est un défi. Nous ne disons pas qu'il suffit de le voir une fois pour rester dans cette présence. Mais par contre, ce que je sais par expérience, c'est que cette présence, elle est profondément bénéfique, je dirais même thérapeutique. Et quand on revient à cette présence, quand on plonge finalement le petit personnage dans cette présence comme un bain thérapeutique, eh bien, les souffrances du petit qui étaient là, c'est certain, eh bien, sont en quelque sorte presque guéries, même guéries peu à peu par cette présence. Dans cette présence, tout est guéri. Voilà. On t'entend vraiment pas, Michel. Je suis désolé. Je suis désolé. Et moi, je voudrais bien… Je suis désolé, hein, on n'entend rien. Et moi, Tu peux écrire par contre, hein, ouais. Si tu peux écrire. Parce qu'on ne comprend pas du tout ce que tu dis. Écris si tu veux dans le chat en bas. Ouais. C'est bon.
Ok. Je vous remercie en tout cas, très contente d'être avec vous et de partager avec Monsieur Le que je sais ça. Et vraiment, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Michel. Et moi, je voudrais juste Merci. rajouter quelque chose par rapport à cette idée qu'il faut se désidentifier. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très pédagogique, l'idée qu'il faut se désidentifier. Mais ça peut aussi être une idée qui peut devenir un obstacle. C'est-à-dire que, comme disait José, je pense qu'il faut au contraire plonger dans le réel. Cette voie, c'est une voie où, quand il y a une difficulté qui arrive, une souffrance, le seul moyen de la faire évoluer, le seul moyen même de percevoir qu'il y a un au-delà de cette souffrance, c'est vraiment de plonger dedans. Et moi, je sais que pour moi, je n'ai pas du tout cette idée de désidentification. En fait, les deux sont là, en fait, l'identification et l'absence le fait qu'ici, il n'y a rien et que la source de mon être est au-delà. Les deux sont en même temps. Ok, il y a Virginie qui lève la main et ensuite on fera un exercice. Virginie, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Oui, ben moi je voudrais parler justement du problème de l'ego. Moi, je sais que je bute, je suis constamment en lutte avec mes pensées, tout le temps en train des pensées négatives, et qui fait que je doute de ce que je peux voir, d'être cet espace. Des idées qui me cassent continuellement, et du coup, voilà, je sais pas comment faire pour aller au-delà. Voilà, me dire, enfin, j'ai du mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu as des problèmes avec tes pensées, bienvenue au club. Je pense qu'on doit être nombreux dans cette situation. Et en fait, je crois que la réponse à cette difficulté, c'est de revenir à l'expérience, de revenir à l'évidence de l'expérience, que l'expérience, ça n'est pas une pensée. Et donc, en revenant dans ce socle de la vision, dans cette présence évidente, stable, concrète, eh bien, les pensées auront de moins en moins de puissance. Elles nous emporteront de moins en moins, parce que ça, c'est un fait, qu'au-dessus de tes épaules, en ce moment, c'est vide. C'est un fait incontestable. Même si tes pensées n'y croient pas, même si tes pensées disent, racontent n'importe quoi, ce José Leroy, reste que l'expérience te montre que c'est vrai, en fait. Et donc, pour moi, c'est ça qui sur le temps, m'a permis de rester dans cette présence, parce que j'avais beaucoup de pensées aussi comme toi, qui m'attiraient, c'est de voir que ce fait l'emporte par rapport aux pensées. Les pensées, on a entre 10 et 20 000 pensées par jour. Ben, on pourra faire un exercice sur les pensées peut-être aujourd'hui ou demain. Les pensées apparaissent et disparaissent au cœur de la présence, qui est toujours stable. Donc, c'est vraiment la pratique de cette vision qui permet de stabiliser, et plus laisser emporter par les pensées. Ok. Voilà. Ouais, je peux faire un petit commentaire sur ce sujet, peut-être en anglais. Ok. Sarah est là, qui va nous traduire. I'm here. Can you hear me? Yes, thank you, yes. So, we're born without edges. Nous sommes nés sans limite. As Douglas would have it, we are at large. Nous sommes au large. That's how we come into the world. C'est comme ça que nous entrons dans le monde. And the price that we pay for becoming human Et le prix que nous payons pour devenir humains, is that we get shrunk. c'est qu'on est rétréci. It's really true. We get, as it were, put into a box. On est rétréci, on est comme si on nous mettait dans une boîte. Tiny, tiny, insignificant box, one among millions. Une petite boîte sans aucune importance. And we need to do this. Et nous avons besoin de faire ça. You know, we're motivated to do this. Ben, on nous motive de faire ça. But all of us pay a terrible price.
Le prix est énorme. À chacun de nous paye un prix énorme. We lose our kingdom. On perd notre royaume. So when we come back here, Lorsque nous revenons ici, I would say that almost all of us will need to feel the pain of that contraction. je pense que donc chacun de nous va ressentir la douleur de cette contraction, de ce, And to allow it to be released et pour permettre à ce que ça se relâche in the light of this immense clarity. à la lumière de cette clarté immense. I think it's nothing has gone wrong if you do find your thoughts to be mean and negative. C'est pas quelque chose qui a cloché si on trouve que ces pensées sont mesquines ou sans intérêt, quoi. Just as José said, the solution is just to rest in what is evident. La solution, comme disait José, c'est de demeurer dans l'évidence. Have confidence in what you can experience. Et d'avoir confiance dans ce que nous pouvons expérimenter. And let all the words and all the theories just come and go as they like. Et permettre aux paroles et aux théories d'aller et venir comme ils veulent. It's a very beautiful thing to find peace. C'est une très belle chose de retrouver ça. And this is what Douglas used to call it. This is Christian. He called it the Douglas, right. This is chrétien. This is he called it the incomparable safety. Il appelait ça la sécurité incomparable. Hein. And I find that to be true in my life. Je trouve ça vrai dans ma propre vie. So that's it. Voilà. Merci. Merci. Merci Bill. La sécurité incomparable, oui, absolument. Et c'est paradoxal parce que c'est en acceptant de s'ouvrir complètement, donc a priori en allant vers une totale vulnérabilité, puisque je n'ai plus ici de frontières, je n'ai plus de murs, je n'ai plus de limites. En acceptant d'être totalement vulnérable, on découvre une invulnérabilité absolue. C'est en acceptant de faire baisser des frontières, finalement, de tomber le masque, qu'on trouve la sécurité incomparable dont tu parlais, Bill. Et peut-être qu'on a des peurs, on a des résistances, hein, on n'ose pas faire tomber les murs, on veut un masque ici, un visage derrière lequel se protéger du monde et des autres, parce que ça nous paraît terrifiant. Mais si on accepte de baisser ce masque, en fait, hein, on baisse ce masque, on constate que dans cette ouverture, dans cette vacuité, eh bien, il y a tout ce que nous cherchons, la paix, la liberté, la joie, et qui viendront avec le temps. Et Lorraine est en train de mettre le lien vers une vidéo où vous avez l'expérience des yeux fermés. Pour ceux qui veulent, s'il y a demande. Je peux encore dire quelque chose. D'abord, j'ai beaucoup apprécié la méditation avec Lorraine ce matin. Et vraiment, c'est ce qui se passe ces derniers temps, je regarde beaucoup de mon corps à l'envers, comme Lorraine l'a expliqué en mots, et ça aide beaucoup. C'est vraiment à partir de ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui m'aide beaucoup. C'est une chose. À propos des pensées négatives et des émotions et du passé, de tous ces pensées parasites, moi, ce qui m'aide le plus, ce qui m'a aidé, ce qui m'aide le plus, c'est juste de les accepter, de ne pas les juger et de ne pas y croire trop, ou de ne pas y croire du tout. Et je crois que c'est ça c'est-à-dire, ça ne veut pas ne pas être là et jusqu'à ce que ce n'est plus là. Et moins on résiste à ça, moins j'ai résisté à ça. Et plus j'ai accepté, ben ça s'est beaucoup estompé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a encore beaucoup, mais moins, beaucoup moins. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de mains levées. Il y a Anne, Elisabeth qui a levé la main. Qui a encore levé la main?
Anne, oui, alors Anne-Elisabeth, et puis ensuite on va faire un exercice avec Bill. Ben moi, c'était juste pour évoquer par rapport à ce qu'on a fait ce matin. Je l'ai expérimenté directement à mon travail, parce que là, je travaille entre chaque… Et notamment, j'avais une expérience un peu complexe, puisque je devais faire l'évaluation professionnelle d'un collaborateur particulièrement difficile et complexe. Et pour lequel j'avais des choses pas forcément très faciles à dire. Du coup, je me suis vraiment mise en ouverture face à lui. Et pas tout le temps, parce que c'est des moments compliqués quand même, mais en grande partie pendant tout cet entretien, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus juste que ce que je craignais de ne pas l'être, parce que c'était quand même des choses un petit peu pas forcément agréables à dire, et donc les dire dans la justesse. C'était pas, et vraiment j'ai senti qu'en me mettant vraiment dans cette ouverture, j'avais des mots beaucoup plus adaptés qui venaient, dans le respect de l'autre, dans le respect de cette personne, dans le respect de cette difficulté qu'il avait lui, et que je pouvais ressentir de façon plus prégnante là, dans cette ouverture. Voilà, c'était juste un petit exercice de mise en pratique que j'ai immédiatement exploré tout à l'heure. Et tu as utilisé quoi alors comme exercice quand tu étais… Ce que tu as fait, ce que tu nous as… le fait de voir son corps, voir le corps dans le fait de… Voilà, j'ai vu cet espace ouvert, moi. J'ai fait les deux, en fait. Hein. J'ai exprimé les deux exercices. À la fois que j'étais espace ouvert et qu'en face, il y avait une personne avec ce visage, etc. Mais qu'en fait, c'était aussi un espace ouvert de face de moi. Ça marche, voilà, c'est super. Parce que c'est ça qui va nous donner la confiance dont on parlait tout à l'heure au début avec Serge et Bill. C'est la pratique, en fait. Parce que ça marche et ça nous apporte de la joie, de la paix et ça nous encourage à y revenir encore et encore. C'est un cercle vertueux, quoi. Plus on pratique, plus on éprouve de la paix, plus on éprouve de la paix, de la joie, plus on a envie d'y revenir. Et donc la confiance, elle vient comme ça. En fait. Alors, je vois qu'il y a Isabelle qui a levé la main aussi. Isabelle Driguez. Voilà. C'est bon? Oui. Salut Isabelle. Salut, c'est Pierre en fait qui veut parler. Ah, c'est Pierre. Oui, oui. Je voulais vous demander à Richard, enfin ou à tout le monde, l'exercice qu'on a fait ce matin sur la relation. Ce serait drôlement intéressant qu'on la fasse entre nous, enfin avec Isabelle, dans le couple. Est-ce qu'il y a besoin… Alors Richard a dit on peut le faire en silence, on peut le faire avec des gestes. Est-ce qu'il y a quand même des phrases assez types qu'on doit… J'ai l'impression qu'il y a quelques phrases qu'il faut prononcer. Voilà. Ok. Richard, are you here? Yes, I'm here. Yeah, okay. Donc, the question was the experiment this morning you did was wonderful for them, and he asked if it is possible to do it for a couple. I'm sure, but you said you can do the experiment without words, but maybe you have some sentences which are maybe better to say. What are maybe the sentences to remember? Oh, well, there are lots, and you can make up your own. Il y en a beaucoup, mais tu peux trouver les tiennes. I am space for you, you are space for me. Je suis espace pour toi, tu es espace pour moi. I am you, you are me. Je suis toi, tu es moi. I am in you, you are in me. Je suis en toi, tu es en moi. And also, you can play in other ways. On peut le faire aussi de différentes façons. I am the stillness in which the whole world moves. Je suis l'immobilité dans laquelle le monde entier bouge. And you, where you are this stillness. And when you go for a walk,
everything moves through you. Et tu es cette immobilité, et quand tu te promènes, ben, tout bouge en toi. We are doing this experiment in the afternoon. Ah, Yeah. yeah. So you can improvise. Tu peux improviser. And you might start with the phrases that I've given you. Tu peux commencer par les phrases que je t'ai données, que Richard t'a données. And then you improvise. Et après, tu improvises. Donc, les phrases étaient « Je suis espace pour toi, tu es espace pour moi. Je suis toi, tu es moi. Je suis en toi, tu es en moi. » And non-visual as well. Not visual. So, you know, my thoughts are in the world, and your thoughts are at large. Mes pensées sont dans le monde et tes pensées sont au grand large. And my sensations are everywhere. Mes sensations sont partout. And right now, your sensations are everywhere. Et juste là maintenant, tes sensations sont partout. Is it true? C'est vrai? Oui. Yeah! Ouais. Have you written something about this experiment this morning? So we can keep maybe a paper for sharing. I did put it in my book, Celebrated Who We Are. Ok. Donc, je demandais s'il avait écrit ça, cet atelier, cet exercice, pour qu'on puisse, comme tu demandais, pour qu'on puisse trouver le texte. But I've developed it a bit since then, but it is in there. It's. Okay. I think that's in French. Yeah, oui, c'est en français. Oui, un des livres de Richard, Célébrer qui nous sommes, est en français. Oui, absolument. Et c'est dedans. Ok. On va écrire le titre dans les conversations. Voilà. Célébrer qui nous sommes. Merci, merci beaucoup. Oui, je pense que c'est ça, célébrer qui nous sommes. Ouais. Est-ce que je peux partager quelque chose? Yes. Alors, il y avait le face à espace. Puis dans le deuxième exercice, moi j'arrivais à espace. Donc quand je peux pratiquer que l'autre est mon espace puis que moi je suis aussi un espace, parce qu'on parle d'identification, au fait ça m'aide à avoir l'innocence de l'expérience que j'ai avec l'autre, soit de mon côté, soit du côté de l'autre. Dans le sens que l'autre, il est espace, il est la vie, et il ne sait pas forcément ça. Mais il l'est. Et c'est comme ça, mais ça me donne de l'espace dans la relation à l'autre. Ouais, ça me montre mon innocence puis l'innocence de l'autre dans cette expérience humaine. Donc, si j'ai bien compris, le fait de savoir que l'autre est espace, c'est ça, ça te donne de la confiance dans la relation. Oui, puis ça me donne juste de l'espace pour respirer. Il est espace, et puis son petit, comme on le définit ici, c'est juste un jeu. Et puis il ne sait même pas qu'il le joue. Mais sa vraie nature est plus que ça. Donc ça m'aide à prendre les choses pas au premier degré s'il y a quelque chose. Yes. Eliane just says that to know that the other people are space too is very helpful for her, because she knows then that the people is bigger than only the little one. Yes, wonderful. Yes. It's giving me some space to breathe. Yes. Ça me donne de l'espace pour respirer. Yes. Ok. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de faire un exercice avec Bill. C'est un exercice en grande première internationale qui n'a jamais été fait auparavant, nulle part dans le monde, je crois. Alors, c'est un exercice que Douglas nous faisait faire dans les ateliers qui s'appelle la croix ou
le groupe de 4. Alors là, c'est compliqué parce que vous êtes tout seul chez vous. Enfin, nous, on est ici 2, mais on va essayer quand même. Parce que Bill a inventé un stratagème. Bill, est-ce que tu peux nous montrer? En fait, il va falloir que tu me laisses. Alors, dans l'exercice que nous faisait faire Douglas, il nous demandait de nous mettre par groupe de 4. Alors là, on ne peut pas se mettre par groupe de 4, évidemment, puisque nous sommes chacun chez nous. Mais d'une certaine façon, regardez, avec ce qu'a trouvé Bill, c'est presque possible. Regardez, voilà, ici, il a fait un profil à gauche et un profil à droite. Et puis, oui, je sais. Et puis Bill. Donc, en effet, vous allez épingler, s'il vous plaît, la vidéo de Bill pour la voir en grand. Donc, il y a des petits points, quand vous passez la souris, il y a des petits points sur la vidéo de Bill et vous voyez épingler la vidéo. En anglais, c'est pin, je crois, pin the vidéo. Voilà, et donc là, Bill apparaît en grand avec les deux profils. Alors, il faut que tu rapproches un peu les deux profils, Bill, parce que sur le côté droit, il y a la mosaïque. Voilà, là, c'est bien. Voilà. OK, donc, je vais guider l'exercice. Alors, vous le ferez après, peut-être avec autre chose que des profils, mais c'est intéressant parce que cet exercice nous donne en fait les deux types de relations que nous pouvons avoir en société. Je m'explique. Vous avez les deux profils qui sont la relation sociale, hein, face à face. Vous voyez, à gauche, il y a le profil et à droite aussi. Donc, c'est bien une relation de face à face. Donc, ça, c'est la relation sociale. Et puis, il y a une autre relation que vous avez là en tant qu'espace avec le visage de Bill. Voilà, donc, ça permet de voir les deux relations, la relation face à face et la relation face à espace. D'accord? On va commencer par s'intéresser à la relation des deux profils. Bon, là, ce sont deux profils au vrai sens du terme, de carton, mais ça peut marcher quand même parce que, vous voyez, voilà, la société, le langage nous dit que nous rencontrons les autres face à face. Toujours. Même en anglais, hein, face to face. Quelle que soit la personne, on nous dit, on la rencontre face à face, que ce soit un ami ou un étranger, sa femme, son mari, ses enfants, tout le monde, voilà, nous sommes face à face. C'est-à-dire que nous sommes censés être une chose, donc un visage, rencontrant un autre visage. Nous sommes censés être enfermés dans une boule de chair, rencontrant une autre boule de chair. Alors, c'est quand même pas une situation favorable à la véritable union. Parce que vous voyez que ces deux profils, ces deux visages, ils sont séparés, ils sont à une certaine distance. Et c'est comme ça qu'on vit la relation. On est toujours séparés des autres. Alors, même si on se rapproche jusqu'à se toucher, hein, dans un baiser, dans l'amour, on reste quand même finalement séparés parce que ce sont deux choses en relation. Vous voyez ? Donc, cette relation est une relation basée sur la séparation, la relation des deux profils. C'est une relation basée sur la dualité. Un visage plus un visage, un profil plus un profil égale deux visages. Voilà, donc c'est une relation basée sur la distance, sur la séparation, et donc ça engendre des sentiments qui sont parfois douloureux. Ça peut engendrer des sentiments de peur, puisque je suis séparé de l'autre. Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il va être mon ami? Est-ce qu'il va être mon bourreau? Ça peut engendrer des sentiments de solitude, puisqu'on est séparé de l'autre. Et donc, ce sont des sentiments finalement difficiles, voire même des conflits. Hein, il suffit de regarder le journal télévisé à 20h pour voir les conflits qu'il y a entre les hommes, entre les hommes, entre les femmes, entre les femmes et les femmes. Donc, il y a des conflits, des querelles, des guerres aussi. Si vous ouvrez un livre d'histoire, le livre d'histoire contiennent des récits de guerre, de batailles, de conflits, de querelles, de génocide. Le philosophe Emmanuel Kant disait que lorsqu'on ouvrait un livre d'histoire, on était partagé entre deux sentiments, la tristesse et la colère. La tristesse devant tant de bêtises et de folie et de haine, et la colère devant tant de destruction et tant d'innocents qui meurent en fait. Donc, ces deux profils entrent facilement en confrontation. D'ailleurs, vous voyez, c'est deux fronts, hein, finalement. On a un front contre un front. Et on parle bien du front des opérations en termes de guerre, du front, la ligne de front. Donc, s'il n'y avait que cette relation de front à front, de profil à profil, de visage à visage,
Ça serait terrible, en fait. Ça serait terrible, je crois. Et alors, ce matin, Lorraine citait Sartre qui nous dit l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres parce que l'autre me transforme en chose. Et moi, je transforme l'autre en chose. Et du coup, on est dans une relation de chose à chose, d'objet à objet. On pourrait citer un autre philosophe anglais, cette fois, hein, Hobbes, célèbre philosophe poétique du XVIIe siècle. Et Hobbes disait « L'homme est un loup pour l'homme ». Il citait un poète latin qui s'appelle Plaute, hein, « L'homme est un loup pour l'homme ». Ça, c'est la base pour Hobbes. Et donc, la seule solution, c'est d'avoir une armée puissante qui fasse tellement peur aux gens que les gens se tiennent tranquilles. Voilà, donc c'est vraiment une vision assez terrible de l'humanité. Mais voilà, s'il n'y avait que cette relation de face à face, c'est vraiment terrible. Et c'est terrible. C'est un enfermement, en fait. Mais heureusement, on respire. Regardez maintenant le visage de Bill. Regardez le visage de Bill. Et là, alors là, dans la relation avec le visage de Bill, c'est tout à fait différent. Parce que là, je vous pose des questions maintenant. Est-ce que vous êtes face à face avec le visage de Bill? Combien de visages vous comptez dans la relation, là, maintenant? Il y a le visage de Bill, là-bas, sur l'écran, c'est sûr. Mais de votre côté, au-dessus de vos épaules, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez un autre visage? Ou bien, au contraire, est-ce que vous découvrez un espace ouvert? Est-ce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que vous disparaissez en faveur de Bill? Non pas parce que vous êtes gentil, je suis sûr que vous êtes gentil, hein, mais ce n'est pas pour ça que vous disparaissez en faveur de Bill. Ce n'est pas quelque chose de psychologique, ce n'est pas quelque chose de caractère. Vous disparaissez en faveur de Bill parce que vous êtes construit ainsi. Vous êtes construit grand ouvert pour accueillir le visage de Bill. Et c'est merveilleux, en fait. Et donc là, vous voyez que dans la relation, eh bien, c'est plus un visage plus un visage égale deux visages. Là, c'est un visage là-bas, le visage de Bill, plus de votre côté, 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Et là, on a une relation basée sur l'unité. Basée sur l'unité. Et ça change tout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est toujours entré en relation comme ça, en fait, à partir de l'espace, mais on ne le voyait pas. On le voyait quand on était enfant, parce que c'est comme ça que les enfants entrent en relation avec les autres. Et puis après, on l'a oublié. Et maintenant, on peut s'en ressouvenir. Maintenant, on peut à nouveau y revenir à cette évidence. Et vous voyez que là, maintenant, vous n'êtes plus séparés de Bill. Bon, là, il y a l'écran, évidemment, mais si vous le faites avec quelqu'un, vous n'êtes plus séparés de la personne. On ne peut pas mettre de distance entre les autres et cet espace. Il n'y a aucune distance. Les autres apparaissent en vous. Et même, comme on l'a fait, comme on l'a dit ce matin, le visage de Bill, ben, ça devient votre visage aussi. En fait, c'est un des visages que prend cette conscience, que prend cet espace en ce moment. Et donc, vous voyez, donc on a le choix, en fait, ou bien on continue de vivre dans la relation de face à face, hein, et on s'enferme à nouveau, mais c'est difficile la relation, c'est compliqué, c'est douloureux. Ou bien on vit à partir de qui nous sommes vraiment, on vit à partir de cette ouverture, et on accueille les visages des autres. Et en se souvenant aussi, comme disait Richard ce matin, que là je vois Bill, mais ce qui est vraiment Bill, c'est aussi cet espace qui accueille José. Voilà. Et je sais qu'on va retomber dans cette relation du face à face, parce qu'on va oublier. Mais c'est pas grave, parce que maintenant on a les outils pour revenir à cette ouverture à chaque instant. On a les clés pour entrer à la maison. C'est ça qui est formidable, je trouve, avec la voix de Douglas, c'est que on a dans notre main, on a les outils pour revenir à la maison. On a les véhicules pour revenir à la maison. Et par exemple, un des véhicules merveilleux, c'est de voir que vous n'êtes jamais face à face. Vous n'êtes jamais face à face. Vous êtes face à espace. Toujours, en fait. Et du coup, le visage des autres, au lieu de nous enfermer, comme disait Sartre, au lieu d'être quelque chose d'infernal, le visage des autres, c'est une occasion de revenir à la maison. Là, je vois le visage de Bill, je vois la couleur, et bien ici, je vois l'absence de couleur. Là-bas, je vois un âge, et bien ici, je vois une absence d'âge. Là-bas, je vois une forme et des formes. Ici, au-dessus de mes épaules, et je pense que c'est pareil pour vous, au-dessus de vos épaules, vous ne voyez pas de forme. Là-bas, vous voyez que c'est complexe, hein, voilà, c'est compliqué le visage de Bill, tellement de détails, ses cheveux, ses différentes couleurs de sa peau, sa barbe, voilà. C'est très compliqué. Mais au-dessus de vos épaules, c'est simple. C'est absolument simple. Et vous pouvez le découvrir en un instant.
En un instant, vous pouvez voilà, revenir à cette ouverture. C'est une voie directe. En un instant, nous sommes libérés de cet enfermement. Ça, c'est merveilleux. Et Jacques disait ce matin que c'est le terrain sur lequel l'amour peut fleurir. Voilà, ça c'est vrai, c'est à expérimenter. C'est vraiment quelque chose, c'est une expérience bouleversante à partir de laquelle l'amour peut fleurir. Et vous voyez que, en fait, bon là, c'est pas un ordinateur, mais Douglas nous demandait à la fin, je vous ai demandé de vous mettre dans un groupe de 4. Est-ce vraiment un groupe de 4? Et voilà, on finit toujours par compter, ben non, il y a 3 quoi. Là, il y a 2 profils, et le visage de Bill, et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc c'est, vous êtes espace pour toujours pour les visages. Voilà. Et la question, là, quelqu'un pose la question, mais si son opinion est différente de la nôtre, ben c'est très bien. Il ne s'agit pas de rendre les autres identiques du tout, hein, mais d'accueillir la diversité. D'accueillir la diversité à partir de l'unité que nous sommes ici, que nous trouvons ici. Et cette diversité est merveilleuse, en fait. Magnifique. Quand nous trouvons l'unité. Voilà. Voilà, ça c'était donc la croix en première mondiale, par Internet et par Zoom. Merci Bill. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ok. Voilà, est-ce que ça a marché? Alors, ça marche pour vous sur l'écran, là, Oui, vous mettez un petit pouce, je fais comme Richard. Oui, un pouce. Formidable. Merci Bill. Et alors, j'ai fait une vidéo l'autre jour ici dans le jardin. Vous pouvez la voir hein, avec Lorraine et des amis. Oui, c'est Philippe. Là, Philippe, je ne sais pas comment faire pour dire que je veux intervenir. Voilà, vas-y Philippe. Non, parce que c'est assez curieux. Moi, je n'ai pas du tout ressenti ce dont tu parlais. Parce que quand Richard était comme ça avec 2 personnages, les 2 personnages étaient face à face. Oui, pardon, c'était Bill, oui. Et donc, bon, à la limite, si tu rapproches les 2 personnages, ils vont s'embrasser, quoi. Oui. Donc, moi, quand j'avais Bill devant moi avec les 2 personnages, c'est comme s'il me disait en langage des signes, tu vois, moi et toi, nous sommes un. Donc, je veux entrer en relation avec toi. Donc, par contre, si on avait mis 2 visages avec un qui est beaucoup plus haut et l'autre plus bas, en suggérant une sensation de déséquilibre, ça aurait changé un petit peu, quoi. Et moi, je n'avais pas du tout cette sensation de 2 visages qui s'affrontaient et qui voulaient justement, sur le profil, entrer en relation. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, j'ai décrit la dimension problématique de la relation, Oui, mais la plus terrible. La plus terrible, parce que c'est de celle-là dont il s'agit de se libérer, mais tu as raison. Heureusement, on peut se faire des bisous. Non, mais moi, si tu veux, j'ai trouvé ça très beau. C'est comme s'il me disait, tu vois, moi et toi, nous sommes un. Oui, je comprends. Mais malgré tout, tu vois bien que ces deux profils, même Lorraine, voilà. Lorraine, non, mais j'ai compris tout ce que tu voulais dire, effectivement. Voilà. C'est ton sentiment. Et moi, j'étais. Oui. D'accord. Merci. Et finalement, je constate avec cet exercice que c'est assez riche de voir que les pensées, même les pensées, on peut être face à face. Alors que là, dans cet exercice, tout d'un coup, on voit qu'il y a espace vraiment qui accueille les pensées. Voilà, c'est… Oui, cet espace, il accueille les visages, il accueille les formes, les couleurs, il accueille les sons, il accueille les goûts, il accueille les pensées, il accueille les émotions. Il est vaste pour tout, en fait. Douglas disait, d'ailleurs, c'est une absence de choses qui devient toute chose. C'est même pas simplement un espace d'accueil, parce que si on parle d'espace d'accueil, on pourra avoir encore peut-être recréer une dualité, une distance entre le contenant et le contenu. En réalité, cette vacuité devient toute chose. En fait. Le son est une vibration du silence, la couleur est une vague de la transparence. Il y a une unité entre le vide et le plein. Ça, c'est très important. Et par rapport à l'intervention précédente,
Moi, j'ai lu un livre là pendant les vacances où il semblerait que aujourd'hui les chercheurs en psychologie se sont aperçus que alors vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler des neurones miroirs. Donc on est avec ces neurones miroirs qui sont à la base de l'empathie en fait. Mais le véritable développement de l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place des autres et à vouloir aider l'autre, eh bien, elle est liée à la construction de la personne. C'est-à-dire qu'un enfant va vouloir aider les autres quand il commence à se reconnaître dans le miroir. Ce ne sera plus une réaction, ce sera vraiment un mouvement de la personne. Donc, je pense que ce que disait José, là, c'est tout à fait ça. Il ne s'agit pas de rejeter l'individu, parce que l'individu, il participe, en fait. Peut-être que c'est difficile de dire, en fait, on ne peut pas faire de séparation, en fait, entre cette construction individuelle, cet espace, le monde. Tout est lié, tout est connecté. Donc, l'homme n'est pas un loup pour l'homme uniquement. C'est clair. Didi a une main levée. Alors, Didi, je vais essayer de te trouver, Didi. Il faut balayer. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne vois pas, mais je t'entends. Non, c'est les... Ah, voilà. Ça y est. Oui, merci pour tout. Je n'ai pas pu être là ce matin, puisque pour moi, il est 4 heures du matin. J'ai réussi l'enregistrement ce matin. D'accord, parce que j'étais là hier, mais pas ce matin, c'était trop dur. Je voulais savoir, et quand on s'endort alors, c'est quoi le vrai visage? Tout à l'heure, on parlait que c'est comme si on était enfermé à l'intérieur de nous, mais est-ce que c'est quand on s'endort qu'on retrouve cet espace? Ça, c'est une excellente question que j'aime beaucoup. La question du sommeil. Je vais la poser aussi en anglais, comme ça, oui, je suis curieux de savoir ce que aussi va dire Richard. So, Didi, c'est ton prénom, Didi? Oui, okay. Oui. Didi asks the question, what happens when we fall into sleep, when we go to sleep? Where goes this true faith? What happens, Richard, for our true nature when we go to sleep? Oh, well, you don't go to sleep. Tu ne dors pas. The first person doesn't go to sleep. La première personne ne s'endort pas. You close your eyes and the next moment it's morning without a break. Tu fermes tes yeux et puis l'instant suivant, c'est le matin sans aucune interruption. Je ne dors pas. From the outside, you look like you're sleeping. De l'extérieur, on a l'impression que tu dors. See, this one doesn't go to sleep. Yes. Mais la présence, celui-là, ne s'endort pas. But the story goes from 11 at night to 7 in the morning quickly. Oui, en fait, l'histoire va très vite de 11 heures du soir à 7 heures le matin, c'est instantané. J'ai compris. Ce que veut dire Richard, c'est que quand ton expérience de première personne, c'est pas que tu passes 11 heures, 9 heures endormi dans ton lit. C'est pas ça. Ton expérience, c'est qu'il est 11 heures du soir, tu fermes tes yeux et hop, tu te réveilles, il est 7 heures du matin. Voilà l'expérience de la première personne. J'ai une anecdote à ce sujet, en fait, parce que, comme je le disais, je suis maîtresse d'école avec des enfants qui sont petits en maternelle. Et ça m'est arrivé d'avoir des petites sections, donc des enfants qui font la sieste à l'école. Et donc, je leur demandais, vous avez bien dormi? Et il y avait un certain nombre d'enfants qui disaient, non, j'ai pas dormi. Et donc, je leur ai posé la question, j'aurais dit, mais qui est-ce qui a dormi? Qui est-ce qui n'a pas dormi pendant la sieste? Et en fait, il y a plein d'enfants qui levaient le doigt en me disant qu'ils n'avaient pas dormi. Et je leur ai demandé s'il leur arrivait de dormir. Ils me disent, non, on ne dort jamais, on ne dort pas. Donc en fait, on a complètement occulté cette dimension-là, on a oublié ça, mais beaucoup d'enfants n'ont pas du tout la sensation de dormir parce que justement, il n'y a pas d'expérience. Mais moi, si je peux répondre par rapport à cette question, j'ai une autre
je peux rajouter quelque chose en fait au sujet du sommeil profond. On a l'habitude de penser que le sommeil profond, l'état de sommeil profond, l'état de veille, l'état de rêve sont des états qui sont successifs. C'est-à-dire que soit je suis dans un état de veille, soit je suis dans un état de rêve, soit je suis dans un état de sommeil profond. Mais on peut percevoir les choses différemment en fait. On peut s'apercevoir que ces trois états sont simultanés et que lorsque je suis éveillée maintenant, dans l'instant présent, je suis effectivement dans un état de veille, mais je suis aussi dans un état de rêve. Parce que le rêve, qu'est-ce que c'est? Quand je rêve pendant la nuit, c'est mon corps, c'est le corps qui s'est endormi et l'esprit qui est actif. Donc on peut dire que pendant l'état de veille, je suis aussi en état de rêve. Parce que mon esprit est actif. J'imagine des choses un peu comme dans le rêve. Et l'état de sommeil profond, eh bien moi, cette expérience de vision sans tête, cette expérience de présence m'a fait prendre conscience que l'état de sommeil profond, il est là maintenant. Il est là, en fait, dans la direction du doigt. Quand vous pointez dans cette direction, vous pointez vers le sommeil profond. C'est-à-dire que quand le corps s'endort, quand l'esprit s'endort, eh bien, en fait, on va simplement dans cet espace. Cet espace, il est là et il est en état de sommeil profond. La conscience surgit de ça. L'état de veille surgit de cette sorte de matrice. Voilà. Mais pour moi, les trois états sont, pour répondre à la question de Didi, les trois états sont ici et maintenant, simultanés. Merci. Ouais. Alors, je propose, je vois qu'il est déjà 6 heures. Est-ce que vous êtes d'accord de faire une petite pause et ensuite, oui, Jacques fait oui. Oui. On fait une petite pause et ensuite, on vous présente d'autres expériences. OK. Oui. Je vois que Serge Durand a mis un commentaire par rapport au rêve lucide. Ah oui. Lucidité. Et là, j'ai une citation de Jacques Lacan dans un séminaire qui s'appelle Le réel, le symbolique et l'imaginaire, où il dit « Le réveil, c'est comme un éclair. Quand ça m'arrive, au moment où effectivement je sors du sommeil, j'ai alors un bref éclair de lucidité. Ça ne dure pas, bien sûr, et je rentre comme tout le monde dans ce rêve qu'on appelle la réalité, à savoir dans les discours dont je fais partie. » Non, c'est lui qui fait. Tu coupes le citat. Mais si, c'était c'est Marc. Marc. Oui, excuse-moi, Lorraine, tu as coupé la fin de ton discours. Elle s'est coupée. Donc, la fin du discours, tu disais que. Attends, je t'entends plus tellement, là. Attends. Oui, vas-y. Voilà, oui. C'était une citation de Jacques Lacan. Oui, on a entendu la citation. Oui. Ah, donc vous l'avez entendu? Okay, oui, je crois, oui. Oui, bah écoute, Jacques Lacan est un auteur pas simple à lire. Bon, là, j'ai l'impression de le comprendre, effectivement, quand il parle de cet éclat de lucidité qui nous ramène à la réalité. C'est vrai que finalement, j'ai un ami, Franck Perrault, qui dit qu'il y a deux types d'états de rêve. Il y a l'état de rêve la nuit et puis il y a l'état de rêve des gens dans la journée parce qu'ils continuent de rêver, se prendre pour un personnage, finalement. C'est pas très différent. Hein. On continue de se prendre pour l'individu, c'est une sorte de rêve aussi. Hein. Et c'est pourquoi d'ailleurs que l'éveil s'appelle un éveil, c'est parce qu'on se réveille de l'identification au personnage. Ça fait vraiment ça peut faire un choc, comme on se réveille le matin du lit, quoi. On a rêvé qu'on était dans le sommeil, on a rêvé qu'on était quelqu'un, on se réveille, on voit que c'était pas vrai. C'est un peu pareil finalement avec la découverte de notre vraie nature. On s'est pris pour un personnage. Moi, je me suis pris pour José pendant des dizaines d'années, et puis soudainement, je me suis aperçu que l'histoire n'était pas du tout celle-là, en fait. Donc finalement, on peut dire, oui, que l'état de veille est un état de rêve, en fait, c'est un point de vue. C'est peut-être ce que voulait dire l'ami Jacques Lacan. Alors, Lorraine va vous proposer, si vous êtes là, oui, Lorraine va vous proposer un autre exercice. Un exercice qui s'appelle l'immobilité.
Donc en fait, les exercices de Douglas font toujours appel à notre subjectivité. Et donc, là, on va interroger le mouvement. Donc là, il y a ouais. mettre quelqu'un sur le micro. Mettez bien votre micro sur silence, parce qu'il y a de l'écho sinon. Oui, il y a des micros ouverts. Mettez bien votre micro sur silence. Voilà. Donc, on a l'habitude de penser qu'on va d'un point à un autre. C'est ici, Philippe. Là, voilà. Donc, on a l'habitude de penser qu'on va d'un point à un autre. Par exemple, moi, après-demain, je dis, je vais me déplacer et je vais aller à Paris. Je vais rentrer à Paris, chez moi. Donc, ça, c'est le point de vue de la troisième personne. Mais d'un point de vue subjectif, est-ce que vous bougez? C'est ça la question d'exercice, en fait. Donc, j'imagine que la majorité d'entre vous vont me dire que oui, il bouge. Alors déjà, on va observer une troisième personne, entre guillemets. On va observer un individu que je vais choisir au hasard. Allez, je vais. Et je vais lui demander de se déplacer. Donc, je vais bouger la caméra. Et je vais lui demander d'aller d'un point à un autre de la pièce où nous sommes. Alors, je boite un peu. Hein, donc... Vas-y, José. Ça marche quand même. Donc là, vous pouvez observer ce qu'on peut appeler une troisième personne, c'est-à-dire un individu, une personne qui se déplace. Donc là, si vous regardez bien, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, on peut dire que José va d'un endroit à un autre. Il est d'un côté de la pièce et puis il va de l'autre côté. Et puis, si on regarde autour, eh bien, on s'aperçoit que la pièce elle-même ne bouge pas. Vous voyez que les murs de la pièce ne bougent pas. Il n'y a que José qui bouge là. José, lui, bouge, mais tout le reste est absolument immobile. Tout le reste ne bouge pas. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce que de votre point de vue à vous, quand vous vous déplacez, est-ce que c'est pareil? Alors, on va faire une expérience pour le tester. Bon, habituellement, cette expérience, je la fais faire à deux avec les yeux fermés. Donc là, c'est pas possible. Donc, on va faire que la deuxième partie de l'expérience. Et je vous montre. Je vais vous demander, en fait, de vous lever. Vous n'allez plus regarder, vous allez arrêter de regarder l'écran de votre ordinateur. Je vais vous poser des questions. Et puis, donc, je vais vous demander de pointer dans la direction qui se trouve au-dessus de vos épaules et de pivoter sur vous-même. Vous allez pivoter sur vous-même. Alors, allez-y doucement, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui tombent ou qui se fassent mal. Donc, allez-y tranquillement. Donc, levez-vous, allez-y. Mettez-vous debout et on va commencer par rester debout. Voilà. Donc, vous allez pointer avec votre doigt dans la direction qui se trouve au-dessus de vos épaules. Donc, dans cette direction, observez l'espace, observez cette ouverture qui se trouve au-dessus de vos épaules. Alors maintenant, je vais vous demander de tourner sur vous-même. Allez-y. Donc, effectivement, vous pouvez voir qu'il y a un mouvement. Mais où se trouve le mouvement maintenant? Est-ce que le mouvement se trouve dans la direction du doigt? Ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que le mouvement est le mouvement du monde? Est-ce que vous ne voyez pas les murs se déplacer, les fenêtres, les objets de la pièce dans laquelle vous vous trouvez? Peut-être voyez-vous passer votre ordinateur. Et dans la direction du doigt, est-ce que vous percevez le moindre mouvement?
est-ce qu'il n'y a pas à la fois le mouvement des objets du monde et en même temps une immobilité profonde, une immobilité absolue dans la direction du doigt? Vous pouvez percevoir aussi le mouvement de vos jambes qui se lèvent, qui s'abaissent, les sensations corporelles qui sont en mouvement. Mais est-ce que ce mouvement n'est pas accueilli au sein d'une immobilité, au sein d'une présence absolument et totalement immobile? Alors, vous pouvez prendre votre doigt et l'autre doigt et le mettre dans la direction du monde. Donc, comme on avait fait l'exercice du doigt, et avec José nous avait proposé de montrer ces deux directions. Donc, vous avez à la fois un doigt qui pointe au-dessus de vos épaules et puis l'autre index de l'autre main qui pointe dans l'autre direction. Donc, soyez attentifs à l'immobilité à partir de laquelle le mouvement apparaît. Observez la danse du monde. Alors, tout en maintenant le doigt, maintenant, je vous propose de vous déplacer dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Allez-y. Et observez ce qui se passe. Est-ce que c'est vous qui bougez? Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt les objets de la pièce, le monde qui bouge en vous, dans cette ouverture, dans cet espace? Alors, je vous propose de revenez vous asseoir devant votre ordinateur. Donc, alors, moi, j'aime bien cet exercice parce que c'est quelque chose qu'on peut faire de manière presque routinière, en fait. Moi, je sais que quand je vais travailler le matin, et bien, quand je remonte la rue Montorgueil, je vois la rue qui se déplace et qui rentre, les personnes qui disparaissent dans cette ouverture. Je perçois ça, ce mouvement du monde. Et quand on était petit, on voyait ça. Douglas avait l'habitude de dire qu'il se souvenait que quand il était petit, quand il était dans la voiture de ses parents, eh bien, il pouvait voir le premier plan, les poteaux de la route qui défilaient à toute vitesse, et puis un peu derrière, sur le deuxième plan, les arbres qui se déplaçaient un peu plus lentement. Et puis tout au fond, eh bien, il voyait l'arrière-plan, cette montagne qui tranquillement se déplaçait aussi. Et en grandissant, en nous identifiant, en nous limitant à ce reflet dans le miroir, en arrêtant de regarder vraiment les choses, on commence à penser la réalité au lieu de vraiment la vivre, et bien on perd cette connexion avec le mouvement. Et ce qui se passe, c'est que le mouvement qui était extérieur, le mouvement du monde, et bien, ça devient une agitation intérieure, on devient agité intérieurement. En pensant que c'est nous qui bougeons, et bien, au lieu de porter notre attention sur le mouvement du monde, il y a une agitation intérieure qui s'installe, le monde devient figé, peut-être un peu plus triste, et intérieurement, nous devenons en mouvement, nous devenons agités, nous perdons cette tranquillité, cette immobilité profonde qui vient de cette prise de conscience du mouvement du monde et de cette immobilité en même temps. Voilà, bah écoutez,
Donc, je vous invite à tester cet exercice. D'ailleurs, on n'a pas donné de travail ce matin. On a oublié. Ouais, on a oublié. Ouais. On va donner. En fait, on s'était dit qu'on allait donner des petits exercices entre chaque session et on a oublié. Donc ça fait partie d'un exercice que vous pouvez faire pour demain matin. Vous pouvez mettre ça en pratique. Allez vous promener, allez dans la rue, allez dans la campagne et essayez de percevoir, de vous reconnecter avec cette réalité qui est que le monde bouge et vous, de votre point de vue, vous êtes absolument immobile et vous accueillez ce mouvement du monde. Je voudrais dire deux choses aussi sur cette expérience. La première, c'est que vous avez peut-être reconnu le fameux exercice des derviches tourneurs. Oui, d'ailleurs, il y a un commentaire là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pensé à la danse soufie exactement. Donc, la danse des soufis, elle a été découverte par Rumi, qui était un poète persan du XIIIe siècle. Et Rumi, un jour, spontanément, sur un marché, au son des forgerons, enfin, c'est ce que dit la légende, en tout cas, il s'est mis à tourner sur lui-même, à danser. On a cru qu'il était fou, et en fait, il avait perçu, comme nous maintenant, l'immobilité du centre, en fait, qu'il appelait le pôle. Et ensuite, c'est devenu une danse beaucoup plus formalisée, donc la danse des derviches, on les voit tourner sur eux-mêmes très vite, en fait. Et ils ont une main en haut comme ça qui en fait, elle est dirigée vers le vide. En réalité, c'est comme le doigt qui pointe. La main est dans le vide ici. Et puis, il y a une autre main qui est vers le bas, vers le sol. Donc, ils s'enracinent dans le vide comme ça, comme nous l'avons fait. Le ciel et la terre. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que du point de vue… Bon, là, on l'a vu par l'expérience, qu'on ne bougeait pas, je pense. Mais même, c'est quelque chose de facile à comprendre, parce que si nous sommes vraiment cette présence, cette conscience qui est partout, comment la conscience pourrait-elle se déplacer? Ce sont les choses qui se déplacent d'un point A à un point B, ce sont les choses qui sont dans l'espace, en fait. Mais la conscience, elle englobe en fait l'espace. Elle ne peut pas bouger d'un point A à un point B. Tout le mouvement apparaît en elle. Donc, même si vous voulez, du point de vue argumentatif, ça se comprend tout à fait. Et ça se voit aussi dans l'expérience. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette expérience? Est-ce que certains avaient déjà remarqué leur immobilité aussi? Moi, cette expérience m'a apporté la paix et le silence. C'est Dominique qui parlait là, oui. Oui. Et une paix, mais comment dire? Une paix immobile. Oui, c'est vraiment important de te trouver. Pour moi, c'est un exercice. Pour moi, ça a été un exercice puissant. Bah super, formidable. C'est comme dans, tu sais, c'est comme dans les cyclones. Dans les cyclones qui tournent, au centre du cyclone, il n'y a pas de vent en fait. Il y a du vent tout autour, mais au centre, c'est calme. Et c'est un peu pareil. Autour de nous, ça bouge et au centre, c'est calme. Et d'ailleurs, pour trouver cette paix, cette immobilité, c'est pas la peine de chercher à être immobile. Au contraire, la mobilité du monde révèle la tranquillité ici. En fait, c'est toujours la même double flèche. Mouvement du monde, immobilité ici. En fait. Ça, c'est très important. C'est les deux directions en fait. Et là, on n'a pas pu le faire parce qu'on est sur Zoom. Mais je vous invite à essayer de le faire avec quelqu'un d'autre, en fait. Demandez-lui de vous guider les yeux fermés et soyez attentif à la fois au mouvement de votre corps et au mouvement des jambes, au mouvement de la respiration, à tous ces mouvements. Et les yeux fermés, c'est absolument évident qu'il y a une immobilité totale et absolue. Les yeux ouverts aussi, mais… voilà, c'est intéressant de le faire les yeux fermés aussi. C'est comme si je n'avais pas bougé. Mais tu n'as pas bougé. Oui, enfin, je veux dire, oui, en explication, je veux dire, oui. Il y a une anecdote par rapport à Ramana Maharshi, le grand sage indien qui vivait dans le sud de l'Inde. J'ai lu ça dans ses entretiens. Il y a une dame qui est là-bas et elle lui dit oh, maître, tellement heureux d'être venu ici en Inde, mais après je vais repartir en Angleterre et je vais perdre cette paix.
Oui. Et Ramana lui dit, mais vous n'êtes pas venu en Inde, c'est l'Inde qui est venue en vous. Et c'est vrai. Donc en réalisant ça, voilà, tout apparaît en nous, quoi. Et puis de l'autre côté, parfois je me vois mon corps tranquille, mais je sens toute cette activité qui bouge en moi. C'est juste les pensées, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a les deux expériences que je peux faire. Donc, ça peut m'aider, ça me guide sur quelque chose que je préfère être dans l'espace calme, immobile. Mais je vois aussi le nombre de fois où cet extérieur, il est vécu en moi comme si... Voilà. En fait, c'est dans la nature du monde d'être en mouvement. Ouais, ouais. Le mouvement, c'est la vie, hein. L'absence de mouvement, c'est cette présence. Et puis, c'est ce qui est au-delà de cette présence. C'est le sommeil profond. Fabrice, tu as levé la main, c'est ça? Oui, en fait, je voulais dire que de temps en temps, quand j'y pense, quand je suis dans la voiture, et en fait, je vois le monde arriver vers moi. Et justement, cette impression de vitesse dans la voiture, ça permet d'avoir une expérience peut-être plus saisissante. On est pourtant immobile dans la voiture et pourtant la vie défile, en tout cas le paysage défile et on sent que voilà, l'espace absorbe. C'est une belle expérience. Lorraine. Attends, juste Arlette, je crois qu'il y a Didi qui a levé la main tout à l'heure. Je voudrais... Didi, tu as levé la main? Non, pardon. Vas-y Arlette alors. Tu as dit la dernière phrase que tu as dit, c'est qu'il y a cette immobilité et derrière cette immobilité, au-delà, il y a le sommeil profond. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur ça en plus? Mais je dirais qu'en fait, percevoir cette ouverture, c'est s'ouvrir sur une dimension qui est tous ces attributs dont on parle, la liberté, l'immobilité, la transparence, etc. Ce sont des attributs qui sont au-delà du monde. Donc, ça nous connaît. En fait, cette expérience nous connecte avec une dimension qui est au-delà mais en même temps complètement unie. C'est à la fois complètement uni. On parlait des paradoxes de l'expérience, et en même temps, c'est perçu pleinement. C'est-à-dire ce que tu viens de dire, ça, est-ce que c'est ce que, enfin, je crois comprendre. Ramana Maharshi parlait de cet état qui est être conscient et comme si on dormait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Sommeil profond, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Okay, voilà. Mais en fait, c'est comme ça, le monde, il est comme ça. C'est la réalité qui est comme ça. Il y a un au-delà de... Donc le but de cet atelier n'est pas éveillez-vous, mais endormez-vous. Oui, on peut dire ça, tout à fait. C'est absolument... Ok, d'accord. Oui, j'ai juste entendu ça. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Alors, je vous propose, puisque je vois que le temps passe, je vous propose de vous présenter maintenant, et Jacques nous fera faire un exercice tout à l'heure là-dessus, peut-être ce qui fait la synthèse de l'enseignement de Douglas, qui est un travail extraordinaire. Douglas a dessiné votre portrait. Il a dessiné votre portrait, le portrait de la première personne, ce que vous êtes vraiment, vraiment. C'est le travail de dizaines d'années de recherche et de réflexion. C'est vraiment une œuvre géniale. C'est pas un symbole, c'est vraiment votre portrait. Alors, il n'y a pas. Voici, alors je ne sais pas si vous le. Voilà, ça va être un peu compliqué. Alors, je vous le montre. Vous voyez que. Tu peux épingler pour tout le monde? Non, de toi. Ah oui. Comme ça, tu verras. Ah oui, oui, oui. Ah, est-ce que c'est écrit à l'envers pour vous? Non, non, c'est à l'endroit. On peut voir, non, c'est pas à l'envers. Cool, super, hein, c'est génial.
Donc là, je crois que c'est, je sais plus si c'est moi ou Lorraine je crois que c'est moi qui l'a dessiné. Donc c'est un moins bon dessin que celui de Douglas. Lorraine aurait fait un meilleur dessin que moi, donc je dessine mal, mais l'essentiel est là. C'est une carte, c'est un portrait de vous. Un portrait de vous. Et alors. Et dis d'épingler la vidéo. Oui, peut-être épingler la vidéo. Oui, parce que vous allez bien voir aussi. Épingler la vidéo, parce que sinon ça va être trop petit. Hein, voilà. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, épingler la vidéo. Il y a trois petits points. Tu cliques et tu fais épingler la vidéo et donc ça devient très grand. Tu ne vois plus oui, que… je l'ai fait, ça va. Ça va? Voilà, c'est mieux, hein, parce qu'on voit. Voilà. Alors, cette carte, elle apparaît dans beaucoup de livres de Douglas et quand on était en atelier avec lui l'été, à chaque fois, il la refaisait, il la redessinait en ajoutant des commentaires et on faisait des exercices à partir de cette carte. Et moi, je trouve ça génial. J'en ai une sur mon bureau. Il y a même Philippe qui est là, Philippe Corrigan, qui m'a donné une montre avec ce dessin aussi sur la montre. Donc, je peux la voir tous les jours, à chaque instant. Donc, c'est une carte formidable. Ça me rappelle qui je suis. Parce que, regardez, ici, vous voyez, il y a le personnage que nous sommes dans le miroir. Donc, il y a notre apparence dans le miroir. Vous voyez, c'est un grand miroir, un miroir en pied. Et c'est comme si vous écartiez les mains et les jambes, un peu comme l'homme de Vitruve dessiné par Léonard de Vinci. Voilà. Ça, c'est votre apparence. Mais c'est votre apparence à peu près, 1 mètre, 2 mètres. Vous voyez ? C'est votre apparence à 2 mètres. Alors, ça, c'est votre apparence à 2 mètres dans le miroir. Et puis, vous voyez, donc on peut dire c'est la troisième personne. C'est comme ça que Douglas l'appelait. La troisième personne, parce que quand vous parlez de José, vous dites, tiens, José a fait un atelier. Donc, c'est il. Et si vous me voyez, vous me dites, tiens, José, ça va? Donc là, c'est la deuxième personne. Donc, ça, c'est la troisième personne. Et puis, la première personne, vous voyez, elle est ici. C'est vous voyez, le je suis. Voilà, alors c'est ce qu'on a dessiné hier, vous vous souvenez, hein, donc les bras, ici, les bras de la première personne et son reflet dans le miroir. Voilà. Alors là, il a marqué « Je suis humain », parce que notre humanité, elle existe, hein, bien sûr, elle ne disparaît pas, mais vous voyez qu'elle est périphérique, en fait. Elle est périphérique. C'est une couche. Oui, c'est une couche, voilà, c'est une couche, une apparence, elle est précieuse, importante, intéressante. Il se passe plein de trucs, là. On rencontre les autres, c'est la famille, les amis. Mais elle est centrale, José, hein, quand même. Enfin, elle est au centre du… Elle est périphérique, en fait. Le centre, c'est le « je suis », ici. Vous voyez le « je suis ». Alors, Douglas a dessiné plusieurs couches parce que, en fait, nos apparences dépendent de la distance à laquelle on nous voit. Si on vous voit à partir de 1 mètre, bah, ça fait un homme ou une femme, d'accord ? Mais donc, si je prends une photo de vous à quelques mètres, j'aurai ça. Mais si je prends une photo de vous en allant très très loin, par exemple en allant sur la Lune, et je prends une photo de vous, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la Terre en fait. Donc là, c'est une autre apparence qu'on peut appeler apparence terrestre. C'est encore une de vos apparences, mais plus loin. Si maintenant je mets à bord d'un vaisseau spatial, que je vais très très loin de la Terre, que je dépasse même le système solaire et je prends une photo de vous, bah, je verrai quelque chose comme le Soleil, quoi. Parce que voilà, je verrai une étoile. Et la Terre sera trop proche du Soleil pour la distinguer, je verrai une étoile. Et si je sors du système solaire, si je sors même de la Voie lactée et je prends une photo de vous, vous avez une apparence magnifique, l'apparence galactique. Hein. Là, il n'y a pas de photo encore. On n'a pas réussi à envoyer des trucs aussi loin, mais voilà. Là, c'est votre apparence galactique. Et si on va encore plus loin, alors là, il y aura sans doute plus grand-chose. Hein, on verra rien. En fait. Peut-être qu'on ira rejoindre aussi la vacuité. Donc, vous voyez, vous avez différentes apparences. Apparence galactique, solaire, terrestre, humaine. Et on pourrait faire d'autres dessins encore, parce que si je m'approche vraiment beaucoup de vous, par exemple, si je prends une photo de vous à 10 cm, je verrai un bout de visage. Donc là, ce serait l'apparence du visage, encore humain. Hein. Si je vais encore plus près de vous et que je prends, par exemple, un microscope, je prends une photo, j'aurai une apparence cellulaire. Je verrai une cellule de peau, une peau humaine. Donc, j'aurais pu dessiner ici, vous voyez, d'ailleurs, Douglas le fait parfois, l'apparence cellulaire. Et si j'avance encore plus près de vous avec d'autres outils et que je rentre dans la cellule, je vais voir une molécule, en fait. Par exemple, la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, magnifique, hein, ça fait 2 mètres de long, hein,
2 mètres de long dans chaque cellule. Donc, j'aurai une molécule d'ADN, ADN humain. Mais on ne peut pas dire que la molécule d'ADN soit vivante, donc j'ai déjà perdu la vie. Molécule d'ADN. Et si je vais encore plus près de vous, avec d'autres outils, j'aurai des atomes, au cœur de la molécule, des atomes. Si je vais encore plus près de vous, avec des outils encore plus puissants, ben là, j'aurai des particules. Et puis, alors après, la science s'arrête. Alors là, il ne faut pas aller au-delà. Pour aller au-delà, ben, il faut que je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Qu'est-ce que vous découvrez en ce moment au centre de la première personne? Je pense que, comme moi, vous allez dire, ben, rien. La vacuité. Voilà, la vacuité. La vacuité. Donc, vous voyez, c'est ce qu'a dessiné ici Douglas en bas. Je ne suis rien. Donc, si on descend vraiment au cœur, alors, vous voyez, on trouve je suis humain, on trouve je suis, et encore plus loin, je ne suis rien. Alors, l'énergie, oui, l'énergie, elle serait évidemment quelque part ici aussi au niveau du corps, en fait, probablement. Et si je vais encore plus loin, je ne suis rien. Alors, voilà un portrait de vous dans la totalité, vous voyez. Je suis rien et je suis tout. Les deux ensemble. Alors, vous voyez qu'ici, Douglas écrivait souvent, parfois, mystère, avec un point d'interrogation. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle ici de connaître sa vraie nature, de s'éveiller à sa vraie nature. Il y a une dimension de connaissance, c'est certain. Je prends connaissance de qui je suis. Je prends connaissance de cette vacuité. Mais en même temps, il y a au cœur de cette expérience un profond mystère. Il y a un non-savoir, en fait. Là, on ne peut pas saisir avec les concepts, avec la pensée, ce qu'est vraiment cette première personne. Il y a un mystère, quelque chose qui nous échappe. J'avais pensé à une phrase de Maître Eckhart qui disait « Si j'avais un Dieu que je puisse comprendre, je ne le tiendrais jamais pour Dieu. » Il y a quelque chose dans cette source qui nous échappe, qui est un mystère à vivre, qui est étonnant en fait, ce qui fait que chaque moment est étonnant parce que chaque moment est nouveau aussi. Hein. Il y a quelque chose qui là échappe à notre connaissance. Voilà. Et donc ça, c'est un portrait de qui nous sommes vraiment. Et alors, notre problème, c'est que, le mien en tout cas pendant très longtemps, ça a été que j'ai oublié complètement cette dimension-là, vous voyez. J'ai complètement oublié l'arrière-plan. J'ai complètement oublié la ressource. J'ai complètement oublié ce mystère, cette vacuité. Et je me suis identifié au petit personnage dans le miroir. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'était José le roi, qui était devenu José. J'étais devenu le corps, j'étais devenu les pensées. J'étais devenu ce personnage. Voilà, donc je pensais être né, que j'allais mourir, que c'était moi, quoi. Et puis, point final. Et ce petit-là, il était au centre du monde. Hein. Je vois bien que tout tournait quand même plus ou moins autour de José, quoi. L'autre jour, j'ai vu la définition d'un égoïste. Vous savez ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. J'ai trouvé ça marrant. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc, voilà, quand nous sommes identifiés au petit personnage, c'est le moi, l'ego qui est mis au centre. Hein. Le philosophe Pascal disait le moi a deux qualités, qualités au sens d'attribut, même pas des qualités extraordinaires. Le moi a deux qualités. Un, il est égoïste, il se fait centre de tout. Et deux, il est injuste. Voilà. Il est injuste parce qu'il voit tout à partir de lui. Donc, quand on est identifié à ce personnage, eh ben, on est identifié à l'ego. Et moi, c'est ce que j'ai fait à partir de la fin de mon enfance. Et quand j'ai rencontré cet enseignement, et ben voilà, tout d'un coup, paf, voilà, il y a une bascule qui s'opère, vous voyez. On peut enfin découvrir cette ressource, d'où émerge la totalité du monde, en fait. C'est comme un œuf, vous voyez, une sorte d'œuf cosmique que nous sommes. Un œuf cosmique que nous sommes. Et on peut percevoir aussi qu'il y a une interconnexion en fait entre les différentes couches de l'oignon. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de s'identifier, de penser qu'en fait on est dépendant de ce « je suis humain », mais la dépendance, elle est à tous les niveaux. Si la Terre, disparaît, explose, évidemment, c'est la fin de la vie. Si le soleil disparaît, c'est pareil. Hein. Je vais vivre, je ne sais pas, 8 minutes. Quelques minutes, 8 minutes, et ça sera la mort en fait. Donc, c'est très étrange qu'on s'identifie uniquement à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui s'identifient maintenant
au niveau de la Terre. Les gens ont des préoccupations sur la planète et se sentent directement concernés par ce qui se passe sur la planète. Parce que finalement, ce je suis, il est aussi je suis la Terre. Oui, parce que là, on a l'impression que les deux choses sont séparées, hein, que le vide et le plein sont séparés. C'est le dessin qui oblige à montrer cette séparation. Mais en fait, vous voyez, le vide et le plein sont unis. Il faudrait ici rabattre ce mystère sur le monde. Les deux sont vraiment unis. Alors, on me demande à plusieurs reprises qu'est-ce que c'est que le plus et le moins. Alors, en effet, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, sur cette carte. J'ai fait d'ailleurs des vidéos sur elle. Hein. Oui, alors, on peut rapidement quand même parler de ce moins et de ce plus. Alors, le moins et le plus, là, ça désigne, en fait, vous voyez que le moins et le plus sont inversés ici. Le moins pour le grand, c'est le plus pour le petit. Et le plus pour le grand, c'est le moins pour le petit. Il y a une inversion, en fait. Alors, là, Douglas voulait parler d'une inversion des valeurs. Ce qui est positif pour donc c'est la main droite, ce qui est positif pour le grand est souvent négatif pour le petit, et ce qui semble négatif pour le petit, en fait, est positif pour le grand, et vice-versa. Je vous donne un exemple. Vous voyez qu'ici, il y a un moins, et ici, il y a un plus à côté du miroir. Ouais, c'est pas très clair parce que c'est petit. Voilà. Vous voyez, plus ou moins sont inversés. Vous voyez. Alors, donc il y a une inversion des valeurs. Par exemple, le petit, lui, ce que disait Douglas, le petit, lui, il veut constamment avoir. Avoir, avoir, avoir. Oui, Serge met le lien vers la vidéo. Le petit veut toujours avoir. Alors, quand il est petit, il veut avoir des jouets, ensuite peut-être avoir des bonnes notes à l'école, avoir des petits copains, des petites amies, avoir de l'argent, avoir des diplômes, avoir une réussite sociale, une maison, deux maisons, une voiture, deux voitures, avoir des expériences spirituelles, très important, avoir des gourous. Donc le petit veut toujours avoir, alors que le grand, lui, non, le grand, il a tout déjà. Le grand, lui, ce qu'il cherche, c'est être. C'est être. Deux valeurs très opposées, en fait. Le petit, c'est dans l'avoir, et le grand, c'est au contraire plutôt dans l'être. Autre chose aussi, par exemple, vous voyez, le petit, il a l'amour du pouvoir. C'est quelque chose c'est ce que disait Pascal, hein, c'est ce qu'il a le fait d'être injuste. Le petit, il a l'amour du pouvoir, il veut du pouvoir. Ben, quand on est petit, on veut peut-être du pouvoir sur sa petite sœur, on veut prendre du pouvoir sur ses parents, les parents veulent prendre du pouvoir sur les enfants, les professeurs veulent prendre du pouvoir sur les élèves. Bon, maintenant, c'est plutôt les élèves qui prennent du pouvoir sur les professeurs. Le mari veut prendre du pouvoir sur sa femme, la femme sur le mari, on veut prendre du pouvoir sur ses amis, le gourou, bien sûr, veut prendre du pouvoir sur ses disciples. Bref, le petit, c'est constamment l'amour du pouvoir. Alors que le grand, lui, ce serait quoi le grand? En fait, Douglas a remarqué que c'est le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir de l'amour parce qu'il est accueil inconditionnel. Lui, le pouvoir, en fait, il s'en contrefiche, il a tout déjà. Il a tout. Et il a le pouvoir ultime qui est d'aimer et de faire tout surgir de lui. Voilà. Donc, voilà pourquoi le plus sont inversés. Hein. Les valeurs du grand sont souvent opposées aux valeurs du petit. Et même Douglas, vous avez remarqué une chose, c'est que vous voyez, tout ce qui est ici a une durée de vie, vous voyez, plus ou moins importante. Le petit, il est né un jour, il atteint sa maturité et puis il va mourir. La planète, il y a de l'écho. Mettez vos micros sur silence, puis il y a un écho aussi. La planète, elle est apparue un jour, elle va disparaître. Dans 5 milliards d'années. Donc elle aura une vie de 9 milliards. Le Soleil, il est né, il va disparaître un jour. Pareil pour la Voie lactée. Donc tout ce qui est ici est dans le temps. Évidemment, pour le petit, la mort, ça paraît vraiment quelque chose de catastrophique. C'est une perte pour le petit. Il ne veut pas mourir, en fait. Il résiste. Mais, en fait, du point de vue du grand, qu'est-ce que c'est que la mort? Finalement, c'est un retour, en réalité. C'est un retour à la source. D'ailleurs, dans certaines traditions, notamment la tradition orthodoxe, la mort est appelée la naissance au ciel. La naissance au ciel. Donc, vu à partir du grand, la mort, c'est un retour à la source, en fait.
Donc voilà, et voilà, il y a encore plein comme ça de choses à dire sur ce plus et sur ce moins, mais là, vous avez quelques éléments. Et j'avais demandé à Jacques de peut-être nous faire vivre cette carte, en fait, une expérience pour qu'on puisse voir qu'on ait cette carte. Jacques, tu es là? Oui, je suis présent. Eh bien oui, on va commencer. On avait fait revêtir l'espace, ben on va prendre maintenant le même geste, on va démarrer avec le même geste, on met les mains en avant. Je donne aucun commentaire. Essayez de sentir, de ressentir ce qui se passe. Et puis par après, on fera un petit commentaire. Mais si vous avez bien vu la carte, eh bien, vous allez ressentir ce qu'on va faire maintenant. C'est un simple geste. Vous ouvrez tout simplement les mains, les bras, tout simplement. Et vous ressentez ce qui se passe. Ressentez, ressentez, ressentez. OK. Et puis, on va commencer. Remettez les mains en avant. En fait, ça, c'est la façon dont on regarde le monde. Hein. On a des œillères, on est braqué sur quelque chose de très loin, on essaie de prendre, d'appréhender la réalité, de réussir, de faire un tas de trucs, quoi. On est vraiment limité dans notre point de vue. Alors, on va élargir notre vue. Hein. Donc, et en même temps, vous avez l'impression, premièrement, vous restez avec, donc regardez en face de vous, mais vous voyez qu'à gauche et à droite, vous voyez beaucoup plus. Déjà physiquement, votre monde s'élargit. Vous êtes plus conscient de tout ce qui se passe. Et vous amenez donc votre centre focal vers vous. C'est comme le zoom avec un grand angle. Et vous continuez jusqu'au moment où les mains commencent à s'estomper, quoi, les bras. Donc ça, c'est l'angle de vue que vous avez. C'est ce que vous voyez. Et entre ces deux bras, qu'est-ce que vous voyez? Le monde. Et ici, à 0 cm, qu'est-ce que vous constatez? Cette ouverture, ce que je suis, ce que vous êtes. Et continuez, continuez, jusqu'au moment où les mains disparaissent. Et là, à ce moment-là, à 180 degrés, vous vous trouvez où? Moi, j'ai l'impression d'être au bord d'un précipice presque, vraiment au bord, un petit pas en arrière, et je pars dans l'immensité, le mystère complet. Donc, on a une notion de ça quand même. Donc, d'un côté, on est la lumière du monde, et d'un autre côté, notre racine se trouve dans cette insondable réalité. Paix, silence, qu'on ne peut pas comprendre, mais qui qui est une base, la base de la vie, l'origine. Alors, si vous ramenez, vous restez vraiment dans cette vision, et vous ramenez les mains, hein, et vous allez nouveau vous mettre avec les mains proches, avec un problème là, ben, ce problème est relatif, hein, très relatif. En face de cette immensité que vous êtes, il suffit de faire ce bâche. Alors, je vous conseille de le faire une fois à l'extérieur ce soir. S'il y a des étoiles, ouvrez les bras comme ça et embrassez l'univers. Vous êtes plus grand que l'univers. L'univers prend une partie de ce que vous êtes. Vous êtes l'immensité et vous êtes aussi la source. Vous êtes la lumière. Voilà, un simple geste. Merci Jacques. Et donc on voit qu'on devient cette carte. Et tu as parlé de 180 degrés. Effectivement, il y a 180 degrés, on peut dire, de monde manifesté. Et puis il y a encore 180 autres degrés de vacuité, en fait, que tu as appelé la lumière du monde, la source, le monde non manifesté, le mystère. Et du coup, on a une vision à 360 degrés, en fait. C'est la vision totale, la vision complète. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans certaines traditions, j'avais fait des conférences au musée Guimet sur les statues qu'il y avait dans le musée, sur les statues qui avaient plusieurs visages. Et notamment, il y avait une statue de Shiva qui avait 4 visages, qui regardait dans les 4 directions. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai interprété, ça veut dire, voilà, on voit devant, on voit aussi à la droite, à la gauche, et on voit derrière.
On voit ici la source. En fait. On voit dans 4 directions. Nous sommes cet œil. J'ai oublié d'ajouter quelque chose. Quand vous arrivez aux 180 degrés, vous ressentez que ça continue. Voilà. À 360 degrés. C'est vraiment, presque physiquement, je ressens cette faculté derrière moi. Donc, ça continue à 360 degrés. C'est formidable. On ne s'arrête pas à 180 degrés. Non, c'est ça. Et ça, c'est ça, vous pouvez le ressentir vraiment. C'est une réalité, quoi. Et ce centre, l'exercice que nous a montré tout à l'heure Lorraine, vous voyez, on voit bien, c'est comme un peu comme une roue, ici une roue, des choses qui bougent avec le temps, et au centre, vous avez le moyeu de la roue. Et dans une roue, la roue tourne, mais il y a un endroit de la roue qui est immobile, c'est le centre. Le centre est immobile, le moyeu de la roue est immobile. D'ailleurs, vous savez que le bouddhisme, un des symboles du bouddhisme, c'est la roue du Dharma, hein, avec, ça symbolise l'enseignement du Bouddha, avec au centre un moyeu vide. Et dans le taoïsme aussi, on parle de ce moyeu vide. Donc, vous voyez, au centre, c'est immobile, le centre de la roue, c'est immobile, et tout autour, il y a le mouvement du monde. Cette roue, cette carte, c'est ce que nous sommes. Ouais, c'est magnifique. C'est une carte qui est vraiment extraordinaire. Et ce mystère, de ce mystère surgit le je suis, en fait. Il y a Douglas insistait beaucoup là-dessus. C'est ce qu'il appelle l'autocréation. Il y a d'où vient la conscience, d'où vient l'être, d'où vient le sentiment d'être, de ce mystère. Comment? On ne sait pas. Il y a un surgissement étonnant de cet être à partir du mystère, à partir de je ne suis rien. Voilà, c'est une carte à vivre. Une carte à vivre. Et donc, la voix sans tête, vous voyez, c'est une voix qui nous fait aller du petit jusqu'au grand, vous voyez, du miroir, de l'apparence dans le miroir à la réalité centrale, de la périphérie au centre. Douglas disait c'est une voie de 1 mètre finalement, parce que le miroir il est souvent à 1 mètre. Donc c'est court 1 mètre, mais ça change tout dans la vie. Soit je suis enfermé dans le miroir, prisonnier de ma périphérie, exilé en fait, en exil. Prisonnier de ma pensée. Ouais. À côté de mes pompes, pour le dire en 2 mots, ou bien je suis au centre, je suis qui je suis vraiment. Et là, vous voyez que l'humanité, elle ne disparaît pas. Là. Notre humanité, elle est là, elle est précieuse, mais elle est englobée dans quelque chose d'immense. Voilà. Bien, je vois qu'il est déjà 6 heures. Merci, c'était vraiment une super journée. Alors, Lorraine m'a dit, mais n'oublie pas de leur donner du travail à faire. Ce n'est pas du travail, c'est une joie de pratiquer. Donc, déjà, Jacques a suggéré tout à l'heure, vous pouvez sortir si vous pouvez, hein, et ouvrir les bras pour accueillir, à partir de la vacuité, accueillir le monde, le ciel, et voir que vous l'englobez complètement, qu'il est en vous. Donc ça, c'est un premier travaux pratique. Et puis, aussi, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est quand vous allez entrer en relation tout à l'heure, c'est probable que ça arrive, s'il n'y a personne chez vous, sortez, allez acheter du pain, et accueillez des visages à partir de l'espace, accueillez les personnes qui arrivent à partir de cette ouverture. Vous voyez que vous n'êtes pas face à face, mais face à espace. Voilà. Bill ou Serge, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou Richard? Oui, j'ai quelque chose à ajouter à cet expériment de mouvement, mais peut-être c'est pour demain. Ah, ok. D'accord. Merci. Et merci tout le monde. C'était très bien aujourd'hui pour moi. Merci. Oui, merci à tous. Cool. Super. Oui, merci. Merci à Richard pour son expérience qui a beaucoup plu. Merci. Merci à tout le monde. À demain. Ciao. Alors, je vais essayer d'enregistrer. Ciao. Bonne soirée. Merci à tout le monde.